On a dit avec raison, c'est bien connu que dans une guerre, on ne sait jamais ce qui se passe. C'est quand même pas toujours tout à fait vrai. Maintenant, on peut envoyer on a des chercheurs qui sont allés en Libye. Hein. Et donc, dans les parties de la Libye où ils ont pu aller, ils ont pu quand même constater un certain nombre de choses qui se passaient. Et un élément important qui est souligné dans le rapport, c'est par contre que pendant jusqu'en août, jusqu'à la prise de Tripoli, on n'a pas pu aller par contre dans les parties de la Libye où Kadhafi gardait toujours le contrôle. On a fait beaucoup de demandes, hein, on a fait un certain nombre de demandes. La dernière, c'était fin juillet, je crois, aux autorités légitimes, donc à l'époque libyenne, pour qu'ils nous permettent d'aller dans ces zones pour voir ce qui se passait. D'autant plus que, d'après Kadhafi et les pro-Kadhafi en général, les bombardements de l'OTAN auraient fait plus de 800 morts. Alors, donc, bon, on aurait pu aimer vérifier ça, essayer de savoir à ce moment-là si c'était vrai. Et si on avait eu l'autorisation d'aller dans ces zones, on aurait pu constater des choses. On n'a pas eu l'autorisation. Et donc, on a pu constater, en fait, ce qui s'était passé quand on a fait une mission à Tripoli même et à Zawiya, dans les principales zones dont Kadhafi venait de perdre le contrôle. Et là, j'en reviendrai là-dessus sur ce qu'on a constaté, mais il y a une chose qu'on n'a pas constatée, on n'a pas eu de témoignage de ce genre, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts à la suite des bombardements de l'OTAN. Alors, je ne dirais pas qu'il n'y en a eu aucun, il y en a certainement eu quelques-uns, mais à notre connaissance, il n'y a pas eu de très nombreuses victimes de ces bombardements. Alors, par contre, donc, ce que j'ai dit au début, c'est que très vite après le début des hostilités, donc, on a pu envoyer des chercheurs en Cyrénaïque, donc, étant donné que la Cyrénaïque a été très vite disons, libérés, en mettant le mot entre guillemets. Et par la suite, on a eu aussi des chercheurs qui sont allés même dans des zones de combat ou dans des zones assiégées, en particulier à Misrata. Et aussi, nos chercheurs sont allés dans toutes les villes côtières, entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine proprement dite, où il y avait beaucoup de combats comme Al-Jabiba et ce genre de ville, jusqu'à Ras Lanouf en fait. Donc on a beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé dans ces zones-là, et par contre ce qui s'est passé à Tripoli avant le mois d'août, avant la période où les rebelles, qui sont plus des rebelles maintenant, ont eux-mêmes pris le contrôle de Tripoli, on a peu d'informations. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on a constaté en Cyrénaïque? Alors, ce qu'on a constaté, et à Misrata, ce qu'on a constaté, c'est que l'armée de Kadhafi a violé le droit humanitaire très clairement, de diverses façons, et a commis des crimes de guerre, et des crimes qui, en fait, nous semblent correspondre à la définition des crimes de l'humanité, contre l'humanité, je veux dire, parce que il y a eu des violations répandues, systématiques, contre des civils, et correspondant à une politique officielle, puisqu'il y a eu des tirs, à la fois des quantités d'armes non discriminées qui ont été employées. Il y a eu, par exemple, à Misrata, je prends souvent cet exemple parce qu'il est particulièrement bien documenté, puisqu'on a eu des chercheurs sur place qui étaient enfermés pratiquement dans la ville en même temps que la population. Et donc il y a eu des tirs indiscriminés, d'artillerie, des roquettes, des tirs de mortier, aussi l'utilisation de mines antipersonnelles, l'utilisation de bombes à fragmentation. Il y a eu des tirs qui ont visé directement des civils, et à la fois des civils peut-être pour intimider, ou parce que ça prenait l'idée à un tireur embusqué de tirer sur un civil qu'il voyait, mais aussi des tirs plus ciblés. Il y a eu des tirs sur des journalistes, hein, vous savez tous qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ont été tués. Et donc il y avait clairement une volonté il y a eu une volonté de couper Misrata aussi du monde, c'est-à-dire que toute la population s'est trouvée enfermée.
la seule possibilité d'accéder à Misrata, c'était par bateau, généralement par bateau de pêche, en fait. Et pendant un moment, Kadhafi, enfin les troupes de Kadhafi, ont essayé de couper, de couper même ce dernier accès à la ville. Et donc la population se trouvait pratiquement sans les moyens les plus élémentaires de subsistance, des difficultés d'accès à l'électricité, à l'eau et à l'alimentation, aux médicaments, les blessés qu'on avait du mal à soigner, etc. Donc voilà, ça c'est un aspect des choses donc qu'on a eu l'occasion de constater. Du côté maintenant des rebelles, en mettant ce mot entre guillemets, on a constaté dès le début aussi des violations qui n'étaient pas à la même échelle, mais qui étaient également graves et dont certaines constituent des crimes de guerre, des violations du droit humanitaire. Il y a eu en particulier, quand ils ont fait des prisonniers, souvent ils les ont carrément pendus ou fusillés, ou même quelquefois torturés avant de les tuer. Et ils se sont plus particulièrement attaqués, sans savoir si en fait c'était des militaires ou non, à la population africaine, hein, c'est-à-dire à la population venant soit du sud de la Libye, parce qu'il y a des Libyens noirs, soit des pays subsahariens. C'est-à-dire dès qu'une personne était noire, partant du principe, ce qui était exact, qu'il y avait des mercenaires africains dans l'armée de Kadhafi, mais en fait apparemment moins que ce qu'on a dit, mais enfin il y en avait, ils ont considéré n'importe quel noir qu'ils voyaient comme un mercenaire, et donc ça permettait de le tuer, ou même de le torturer. Donc il y a eu un certain nombre de violences comme ça qui ont été commises. Donc nous, on a demandé, une fois que le Conseil national de transition s'est constitué, on lui a demandé de donner des ordres pour faire cesser ces crimes. Et les ordres ont effectivement été donnés en mai, donc en mai c'était quand même, hein, il s'est passé un certain délai avant que ce soit fait, et il y a eu une diminution de ce genre de crimes, mais on ne les a pas vus cesser tout à fait non plus. Alors maintenant, je parlais tout à l'heure de ce qu'on a constaté à Tripoli quand on y est allé, et dans les environs, sur la côte ouest, dans les environs de Tripoli. Et là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a d'abord ce qu'on a appris, on s'en doutait un peu en fait, parce qu'on avait eu déjà des témoignages, mais on n'avait pas un témoignage direct, c'est que les pro-Kadhafi étaient responsables de nombreuses disparitions, des personnes, en particulier évidemment des opposants, mais pas seulement, en fait, de nombreuses personnes ont disparu. Donc on les a, en fait, on en a retrouvé un certain nombre après la libération de Tripoli. D'autres ont dû être tués en prison. La plupart d'entre eux, donc on a pu parler avec eux. Donc beaucoup d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient été torturés. Et en plus, bon, autre chose aussi qu'on a constaté, mais ça je pense que le monde entier a pu le constater, mais je suppose que c'est utile de le dire, c'est que Kadhafi a fait tout ce qu'il a pu pour essayer d'éviter que le monde extérieur ne sache ce qui se passait, en particulier en essayant de couper au maximum les communications, en particulier par Internet. Donc il n'y est pas arrivé tout à fait, hein, maintenant plus personne n'y arrive, Bachar el-Assad non plus, mais il a essayé en tout cas. Donc il avait des choses à cacher, hein, donc ça c'est quand même clair. Pardon ? Je suis désolée de vous couper dans votre élan, mais il faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi, par exemple, ils ont bombardé plusieurs fois la TV libyenne qui donne, moi j'ai regardé personnellement cette TV et j'ai des informations, j'ai de la famille là-bas et j'ai vu comment les choses ça se passe. On coupe à l'adversaire, je ne suis pas pour Kadhafi, on coupe à l'adversaire toute communication, comme ça on les diabolise bien et on fait passer les messages comme quoi ce sont des gens diaboliques, ce sont des gens. C'est la guerre. C'est pas les Libyens qui ont demandé à l'État. C'est les gens puissants c'est les pays puissants et avec la complicité de certains pays arabes, notamment la Tunisie, l'Égypte et tout ça. En ce qui concerne les médias, en ce qui concerne la communication, on va bien passer. Ça fait, par exemple, même avant les 22 août, on n'a rien vu.
ils ont plusieurs fois bombardé la TV et les radios libyennes, comme ça, on tire, et personne ne sait. Merci. Ce que vous dites sur Kadhafi, qu'il a coupé par exemple, qu'il n'a pas voulu des choses, que tout le monde, je suis désolé de m'envoyer parce que c'est très possible. C'est que les Kadhafistes, comme vous dites, ils ont tout fait pour que le monde extérieur ne sache rien de ce qui se passe en Libye. Ça, c'est faux. C'est faux. Moi, je vais régulièrement sur Internet, je regarde beaucoup les télés juste pour savoir, c'est pas parce que je suis passionnée de regarder les télés, des choses comme ça, mais pour savoir, ça c'est faux. Et je comprends très bien, je maîtrise très bien la langue arabe. Quand on traduit les choses aussi, il faut savoir qu'il y a certaines traductions qui sont suspectes. Oui, mais d'abord, les chercheurs qu'on envoie dans des pays arabes sont des chercheurs arabophones, évidemment. La plupart, d'ailleurs, sont des nationaux de pays arabes. Bon, alors voilà, je voulais aussi continuer sur ce qu'on a constaté. Donc, il y avait des personnes disparues, donc de nombreuses personnes, en fait, qui avaient été privées de leur liberté et qui même ont été tuées par les pro-Kadhafi pendant la guerre. En revanche, bon, après la guerre, on a vu aussi beaucoup de... là aussi, d'abord, les personnes, les Africains noirs en particulier, se sont trouvés dans des situations très difficiles parce qu'ils n'osaient plus sortir dans la rue, parce qu'ils risquaient d'être carrément lynchés. Et donc, ils ne savaient plus comment, ou même trouver des aliments, comment faire pour subsister. Hein. Donc, il y a certainement eu des situations très très difficiles. Et beaucoup d'entre eux et de soldats ont été mis dans des camps de détention qui sont proches de Tripoli et qu'on a pu visiter. Et là aussi, on a vu qu'il y avait encore des tortures et qu'il y avait encore beaucoup de violations, donc commises par les ex-rebelles devenus en principe, puisque reconnus par la communauté internationale, comme on dit, devenus légitimes. Là aussi, on a demandé au Conseil national de transition donc d'intervenir vigoureusement pour faire cesser ce genre de choses. Mais le problème, c'est que le Conseil national de transition, en fait, ne contrôle pas vraiment bien ni Tripoli, ni d'ailleurs les autres zones de la Libye. Dans la plupart des cas, en fait, ce sont des chefs locaux de la rébellion qui ont pris le pouvoir et qui font un peu ce qu'ils veulent. Et donc, justement, je voulais en revenir aussi à la fin du rapport, donc parce qu'on présente des recommandations pour essayer de mettre fin à cette situation qui est assez largement une situation de non-droit. Et donc, on demande au Conseil national de transition de prendre des mesures énergiques pour d'abord reprendre le contrôle de la police, hein, parce que c'est loin d'être le cas actuellement, un contrôle central de la police, qu'on puisse vérifier ce que les policiers font, et qu'on puisse ensuite tenir pour responsables les policiers qui ont commis des abus. Et dans un deuxième temps, et ça prendra du temps ça déjà, et dans un deuxième temps, ou enfin en commençant maintenant, mais ça prendra sûrement encore plus de temps, c'est de réformer la justice, parce qu'en fait le système de justice en Libye, il est ni fait ni à faire actuellement. Il faudrait vraiment tout remonter. Et puis, quelque chose qui est encore plus urgent qu'il faudrait faire, c'est, d'ailleurs, je pense que le Conseil national de transition a pris des mesures dans ce sens-là, c'est d'essayer de récupérer au maximum toutes les armes qui sont disséminées, parce que là, c'est terrible, là, la quantité d'armes qui doivent circuler en Libye, et en fait, ils vont arriver à en récupérer un certain nombre, mais je pense que là, il y a un problème qui va subsister pendant longtemps. Hein. Ça, c'est un peu comme les mines antipersonnelles. Je veux dire, il y a des tas de gens qui auront des armes un peu partout et qui s'en serviront, pas forcément pour défendre le droit, hein, loin de là. Alors, le dernier point que je n'ai pas encore abordé, mais que je voudrais aborder rapidement, hein, puisqu'il en a été question, c'est la question de l'intervention, justement, l'intervention humanitaire ou soi-disant humanitaire en Libye. Et alors, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que vous direz peut-être que c'est commode, mais nous, en tant qu'Amnesty, on n'a pas de position sur ce genre d'intervention, hein, puisque ce sont des choix politiques et que nous, on ne fait pas de choix politiques. En revanche, je serais très intéressé par tout autre moyen
qu'on peut trouver pour, justement, quand on est confronté à une dictature, donc tout autre moyen que la guerre, et c'est le cas en Syrie, par exemple. Et nous, actuellement, ce qu'on demande, c'est, et ça on demande au Conseil de sécurité de le voter, hein. Alors en Libye, par extraordinaire, en fait, ça a été voté. En Syrie, ça fait des mois qu'on essaie de s'acharner à faire le siège, en particulier des ambassades de pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde, pour qu'ils votent une résolution qui, premièrement, impose un embargo sur les armes, ça c'est la première chose, qui ensuite gèle les avoirs des principaux responsables de la répression, et qui, enfin, et je dirais presque surtout, fasse comme ça a été fait en Libye pour Kadhafi, son fils et le directeur du renseignement, réfère les principaux responsables à la Cour pénale internationale. Juste une question. D'abord, je pense que c'est important que vous ayez précisé, par exemple, pour les Libyens du Sud, les Libyens noirs, la chose, parce que ce matin, ces expressions n'avaient pas été données, on avait donné des renseignements que c'était pas certain, que c'était pas évident, alors que oui, c'est une chose évidente, et qui a même commencé avant l'intervention militaire. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr. Mais quand vous avez parlé de 800 morts, c'est 800 morts collatéraux. Oui, c'est ça, c'est Oui, Kadhafi qui a dit... Non, mais 800 morts de bombardements collatéraux. Oui, bien sûr, les bombardements ne visaient pas des civils, même Kadhafi n'a pas dit ça. Non, mais parce que c'est 800 c'est pas morts... la totalité des morts des bombardements, 800. Non, c'est le chiffre de Kadhafi. Le chiffre des morts civiles, 800. morts civiles. Morts civiles, oui, mais Oui, les c'est... civils. Oui, morts civils, collatéraux. Les civils collatéraux, oui, 800. C'est dans la première phase Oui, non, de l'opération, c'est le non, nombre parce donné que par Kadhafi. Sinon, ça Voilà. ferait 0,1 mort par bombardement. Non, c'était uniquement la première phase. Hein. Non, c'était c'est- dans une première phase des bombardements occidentaux. Oui, et et il s'agissait c'est des morts le civiles. chiffre donné par Kadhafi qu'on n'a pas du tout vérifié. Hein. Oui, mais ça, Alors, il n'y a pas de guerre sans abomination. Par contre, on a parlé, pour le nombre de morts total, on a parlé de 30 000 morts et 50 000 blessés. Bon, là, c'est impossible de donner un chiffre, donc on ne peut pas ni vérifier, ni ne pas vérifier. Simplement, on a constaté qu'au début, on avait donné des nombres de morts, qu'après, quand on a pu voir les choses, hein, et donc ça, c'était en Cyrénaïque, à Benghazi en particulier, on a constaté que les chiffres donnés au début avaient été nettement exagérés. Donc il est possible que ce chiffre de 30 000 morts civils, donc tués de toutes les diverses façons pendant la guerre, soit exagéré. On peut le souhaiter en tout cas. Maintenant, ceci dit, comme vous le savez, la guerre n'est pas finie non plus. Non.